Voilà, troisième et dernière partie de notre diagnostic. Nous allons faire une petite promenade à travers les cartes. Donc nous allons reprendre les grandes thématiques. Vous verrez, toutes ne sont pas traitées par carte, mais on aime bien, en urbanisme, avoir des supports visuels. Donc on va faire une sorte de promenade à travers nos thématiques dans une ville qui existe, hein, qui est Brazzaville. On l'a déjà dit plusieurs fois. On remercie encore le ministère de l'Urbanisme qui nous a gracieusement permis d'utiliser ces documents qui ont été réalisés par Chaos, qui est un bureau d'études italien spécialisé dans les questions de planification urbaine et de urban design également. Donc c'est leur production, mais elle appartient, cette production, bien sûr, à la personne ou à l'institution qui a commandité, et dans notre cas, c'est le ministère de l'urbanisme du Congo-Brazzaville, de la République du Congo. Donc à nouveau, on redéfinit un certain nombre de thématiques. Alors troisième vidéo, c'est la troisième fois que vous les voyez, donc on passe très rapidement, c'est juste pour que vous les ayez en tête. Bien sûr, on veut à la fois parler des questions foncières, on verra les questions d'histoire, on verra les questions de transport, on verra les questions de structure urbaine ou de grands projets. La liste n'est bien sûr pas exhaustive. La production de cartes, ça signifie qu'il faut des fonds de plan d'abord. Donc ça veut dire que vous devez avoir une image satellite, un plan vectorisé, et plus vous avez de matière sur ce plan, mieux c'est. Donc si on a les courbes de niveau, ça permet de modéliser le sol comme ça permet de voir aussi assez facilement avec les outils qu'on a aujourd'hui, quelles sont les grandes pentes, quelles sont les pentes ensoleillées. Ça veut dire qu'on peut prendre le climat et la morphologie du site en compte, ce qui était extrêmement dur sans les outils qu'on a actuellement. Donc il faut des courbes de niveau, il faut les plans, il faut les photos, et vous verrez que sur les photos aériennes, par exemple, ou les photos satellites, on peut voir un certain nombre de choses. Bien sûr, si on travaille au 50 millième, on n'a pas besoin d'un degré de précision à 50 cm ou même au mètre. Mais plus on va se rapprocher, plus on va faire non plus du planning, mais du design dans des quartiers spécifiques, plus il faudra des plans de base qui soient de bonne qualité. Première planche que l'on va voir, c'est l'occupation des sols. On va faire une sorte de vue d'ensemble de l'occupation des sols. Quels sont les différents usages majoritaires bien sûr, que l'on va trouver. Alors voilà à quoi ça correspond. On a bien sûr toujours le plan, et on a également toujours ici une légende. Alors on va passer très très rapidement en revue là-dessus, mais on va avoir la zone urbanisée, les zones en cours de lotissement, les villages, les équipements, on aura les carrières, on aura les grandes infrastructures, on aura les infrastructures de transport, des zones militaires. Toutes ces différentes zones vont être répertoriées. Et puis ensuite, on peut commencer à voir, voilà, l'aéroport, des zones vertes ici, alors des zones d'équipement ici, et puis ensuite on voit que toute cette zone c'est la même couleur, donc c'est de l'urbanisation. On est sur une zone souvent mixte, où on va trouver plusieurs types d'activités, mais pas sur des zones spécifiques. Donc c'est en gros le tissu urbain. Et puis on a aussi bien sûr toutes les zones vertes. Alors la liste que vous trouverez ici, elle n'est jamais exhaustive, et elle doit correspondre exactement et strictement à la situation de la ville. Vous n'allez pas mettre zone militaire s'il n'y a pas de zone militaire dans votre ville. Par contre, il peut y avoir des zones spécifiques que vous devrez ensuite rajouter. La morphologie, on pourrait commencer par celle-là. Les cartes n'ont pas été mises dans un ordre spécifique. L'idée est de montrer que finalement on doit faire un état des lieux, donc que l'on parle d'abord d'occupation des sols ou de morphologie, ou l'inverse, morphologie, occupation des sols, ça ne change strictement rien. On prend les cartes une après l'autre, peu importe l'ordre, puisqu'elles n'ont pas de lien forcément direct, si ce n'est qu'elles représentent strictement exactement le même périmètre. Morphologie, on va commencer à voir quelles sont les zones érodables, les zones inondables, les zones marécageuses. Donc souvent les codes couleurs, lorsqu'on a du marécage, on va se retrouver ici en vert par exemple. Et puis on peut aussi, en fonction de la nature du sol. Alors on a
ici, par exemple, la légende pour tout ce qui est composition géologique du sol. On peut aussi mettre toutes les questions hydrographiques et bien sûr, lié à ça, c'est important pour la compréhension de la ville d'avoir ici les voiries principales, le système de transport principal, et on voit ainsi comment ce système de transport s'articule avec la morphologie urbaine. Donc je ne vais pas tout redessiner, bien sûr, mais vous avez compris le propos là derrière. On place en fait toutes les questions morphologiques sur cette carte qui nous permet ensuite de voir dans quelle zone on va étendre la ville et quelles zones on peut densifier et où sont aussi également un certain nombre de problèmes puisque les érosions notamment sont liées directement à la nature du sol. Donc on a à la fois des questions de nature du sol et à la fois des questions donc de composition du sol et à la fois des questions d'usage, et ça c'est l'occupation des sols que l'on a vu tout à l'heure. Bassin versant, là aussi on aurait pu faire une seule et même carte de morphologie avec l'ensemble des éléments dessus, mais ça devient compliqué graphiquement à montrer. Donc là aussi, si à un moment donné dans la production de cartes, on se trouve avec des impossibilités de superposer les couches pour des questions de lisibilité, on va séparer simplement en deux thématiques spécifiques. Voilà. En sachant que les outils aujourd'hui travaillent par calque et qu'il est très facile de voir quelles sont les superpositions. Là, on a décidé de séparer entre morphologie et bassin versant. Et c'est ainsi qu'on va reprendre les questions hydrographiques avec les limites des bassins versants, avec le fleuve, les rivières, et dans les limites des bassins versants, ce qui nous paraît aujourd'hui très intéressant, ça veut dire que c'est aussi les limites des écoulements des eaux. Alors on oublie souvent ceci, on fait des villes où il y a finalement plus de compréhension de cette morphologie urbaine et de cette hydrographie, mais si je dessine mes différents bassins, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce bassin, lorsqu'une goutte d'eau va tomber là, de manière naturelle, elle va partir ici quelque part. Voilà. Idem pour celle-ci qui partira ici quelque part. Donc ça, c'est une compréhension qu'on a totalement perdue, mais qu'il faudrait à un moment donné reprendre et remettre à niveau, au goût du jour, directement, la question des bassins versants et la question des pollutions liées aux eaux, et bien sûr d'imaginer que l'eau, de manière tout à fait logique, s'écoule du haut jusqu'en bas, et de prendre cette idée-là et de bien réfléchir à comment on va urbaniser par la suite, en sachant qu'on a ces questions-là qui sont sous-jacentes. Les zones spécifiques, là aussi, on pourrait être sur des questions d'occupation des sols, mais on va définir un certain nombre de zones dites spécifiques. Alors là, chaque ville aura ses propres spécificités, c'est le cas de le dire. On aura des activités industrielles, des carrières, des zones militaires, des infrastructures de transport. C'est généralement des choses qu'on a vues, c'est généralement des choses qu'on a déjà vues sur la carte précédente d'occupation des sols, mais on aura peut-être un cadrage ici jusque-là qui est un peu différent puisqu'on va prendre finalement une beaucoup plus grande surface et on va commencer à voir des activités qu'on ne voyait pas forcément dans la carte avant. Voilà. Ça montre aussi, sans mettre toute l'urbanisation, la disposition des différents types d'activités par rapport à un centre-ville qui, je vous le rappelle, se trouve ici. L'infrastructure de voirie, c'est celle qu'on retrouve à peu près sur toutes les cartes. Alors, on va faire une carte spécifique pour elle, on la mettra de manière visible sur la carte des voiries, elle sera un peu atténuée sur les autres cartes, mais cette structure permet comme ça de voir où on se situe dans l'urbanisation, puisque c'est très facile de se situer par rapport aux grands axes et par rapport au système de voirie. Donc là aussi, on a divers types de routes. Voilà, je viens de redessiner très rapidement, vous le voyez, les principales voiries. C'est la structure de la voirie dans la ville que nous étudions ici. Voilà. Alors qu'est-ce que l'on voit là derrière? C'est sans doute qu'il y a des zones entières ici où il n'y a rien, et des zones entières ici où il n'y a rien, et que finalement on est structuré sur
une route qui longe le fleuve et une perpendiculaire à cette route. Voilà, c'est le schéma de base et c'est la compréhension de la structure urbaine par la voirie. La desserte en eau potable, comme nous l'avons fait pour les voiries, nous allons passer en revue la question de la desserte. Et on a le plan où on a la situation avec les points de captage, avec les réservoirs, avec les usines de traitement et le système de réseau primaire, secondaire, tertiaire. Et bien sûr, le réseau qui est en projet. Alors à cette échelle-là, vous ne le voyez pas bien, mais il y a une série de réseaux en trétillé. C'est comme ça qu'on met en général les réseaux qui sont en projet. Électricité, communication, comme pour l'adduction en eau, on fait une carte. Voilà, on voit les grandes lignes, la ligne haute tension, les transformateurs. Le drainage, donc on a vraiment des cartes systématiques avec tous les réseaux qu'on aurait pu superposer, mais ce serait illisible, donc on les met de manière séparée. Le drainage ici, réseau de canalisation, et là on met les limites des bassins versants également, on a le fleuve, donc on a un certain nombre d'éléments qu'on a déjà vus dans les autres cartes. Les équipements économiques, on a vu que le cadre économique était important, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. On va maintenant voir la spatialisation des principales activités économiques de la ville. Voilà, les carrières, les fermes, les usines, les grandes infrastructures de transport, les zones d'équipement et de services. Il faut savoir qu'avec des grosses infrastructures de transport ou des gares routières, c'est aussi là qu'on aura un certain nombre d'emplois, dans les marchés aussi. Donc toutes ces zones-là sont pour nous rappeler qu'il y a des emplois, il y a des activités économiques qui se déroulent derrière ces différents équipements. Le transport urbain, donc voilà, maintenant on va voir plutôt la partie transport public, et on va voir en général sur ce qui est du transport public officiel, du tram, du train, des voies de bus vraiment délimitées avec des itinéraires. Il y en a très très peu dans les villes africaines. Il y a quelques villes du Maghreb qui maintenant ont des vrais systèmes de transport. On a aussi quelques villes tout au sud, mais généralement on est plutôt dans le transport informel pour ce qui est du transport public. Voici la carte. Réseau de transport urbain, gare ferroviaire, transport fluvial, on a tout sur cette carte. Bien sûr, on a un fleuve, donc on peut imaginer qu'on a du transport fluvial quelque part. Puis on passe aux équipements, équipements de santé, grands équipements scolaires. Donc on ne va pas aller au niveau du quartier parce que ce serait trop compliqué et ce n'est pas le propos d'un schéma directeur qui prend l'ensemble de la ville. Donc on va aller sur des petites choses non pas spécifiques, mais des choses qui sont des grands équipements structurants. Voilà la carte avec tous les petits points qui représentent des équipements. Donc on a une légende avec les différents équipements, éducation, santé, culture, sport et loisirs et culte. Et on les répertorie sur la carte et on voit qu'il y a des densités parfois, ici notamment, et ça tombe bien où c'est plutôt logique puisque c'est le centre-ville. Et on a toute cette zone ici où il se passe pas grand-chose alors que des centaines de milliers de gens existent. Donc c'est cette zone ici qui est en déficit, et si on doit ensuite programmer, il faudra plutôt penser à cette zone-là que celle-ci qui est déjà extrêmement dense au niveau des équipements. On passe maintenant sur la carte des grands équipements, ceux qui structurent véritablement la ville, et on a l'hôpital, les grands espaces publics, les grandes infrastructures de transport. Voilà, tout ça se superpose, les cartes, c'est pas la première fois qu'on traite de ces questions-là. Les grands espaces publics peuvent aussi être dans la carte environnement, bien sûr, mais selon le propos qu'on essaie de développer à travers les cartes, on va mettre des choses qu'on a déjà mis ou des choses nouvelles. On a eu la situation de tous les réseaux l'un après l'autre, mais on peut aussi avoir une compréhension historique de ces cartes. Donc si on schématise rapidement, on va se retrouver dans une situation d'un noyau ici colonial avec finalement des agrandissements qui se font de manière concentrique. Voilà, alors il y a des zones ici où il n'y a pas eu, forcément pour des raisons morphologiques, et sans doute ici aussi pour des raisons morphologiques, mais on voit qu'on grandit petit à petit à partir d'un centre, et on grandit vers les terres, puisque de l'autre côté on est bloqué par un fleuve. La carte des lieux d'intérêt aussi, on peut imaginer un moment qu'on va développer le tourisme, ou développer les possibilités de promenade, de choses comme ça, donc on va faire la carte. Quels sont les lieux d'intérêt dans la ville?
Et on va montrer les lieux d'intérêt au niveau de la nature, au niveau des équipements sportifs, au niveau des équipements culturels et des lieux de patrimoine. Donc à nouveau, vous voyez que le centre-ville est surreprésenté par rapport aux autres parties, ce qui est normal. C'est là qu'on va trouver l'administration, c'est là qu'on va trouver le patrimoine, c'est là qu'on va trouver les hôtels, c'est là qu'on va tout trouver. Donc il y a une logique à tout ça, même si on peut se dire que pour la périphérie, c'est extrêmement difficile puisqu'elle dépend strictement et totalement du centre-ville. On peut aussi, et ça c'est nécessaire, remettre la carte de la ville, le contexte de la ville dans sa région. C'est ce qu'on va montrer maintenant. Voilà, donc on a commencé comme ça, on a des routes nationales et on voit que finalement les cartes qu'on voyait avant, c'est celle-ci. Et qu'on est dans quelque chose de plus vaste, et de plus vaste, on voit que c'est pas inhabité, qu'on a des villes pas loin, qu'on a des communes un peu partout, qu'on a en face une énorme métropole et qu'on a un certain nombre de projets et de routes qui sont en cours de réalisation. Et ça nous permet donc d'aborder directement la question des grands projets. De nouveau, on a vu, on fait la liste des projets dans le territoire urbain, on l'a déjà montré lors de la partie 2 de cette vidéo. Il fallait absolument qu'on ait une compréhension de tous les projets qui étaient en train de se créer. Donc on va les spatialiser, on va les mettre sur une seule et unique carte. Et là, on va les décrire. Donc vous voyez, nouveau système de rocade, un pont, une zone économique spéciale, un nouveau tronçon, des choses comme ça. Ce sont les grands projets à l'échelle de la ville et surtout de la région. Enfin, on va faire une synthèse, c'est le bilan du diagnostic. On peut la faire sous forme cartographique. Là, elle n'est pas encore totalement achevée, mais on voit une zone de concentration et on voit ici la poussée de l'urbanisation. On aurait pu encore rajouter les problèmes environnementaux, les zones où il ne faut pas construire. Donc on aurait pu spécifier un peu plus cette carte de synthèse, mais le propos est de commencer à faire une carte où on met les éléments principaux. Donc on ne va pas remettre toutes les petites écoles et tout le système de drainage, ça n'a pas de sens. Par contre, on voit et on commence à montrer où on a des manques sur la carte, ou bien où il y a des éléments de concentration et où il y a des éléments de dynamique. Enfin, on aurait dû commencer sans doute par ça. On va finir, comme ça vous garderez bien en tête qu'il y a des limites administratives à la ville et il y a des limites au projet que vous allez mener. Et ce ne sont pas les mêmes. Donc on a les limites à la fois administratives de la ville, c'est la ville là de Brazzaville. Hors de cette limite, ce n'est plus Brazzaville, mais on a aussi la limite de l'urbanisation, qui n'est pas la même, parce que l'urbanisation ne connaît pas les frontières administratives des villes, et on aura la future limite de développement. Et je dirais que ici, le cadre de notre feuille, c'est la zone de notre étude. Donc, on va délimiter une zone pour le SDU, pour toute l'étude, on va dire ça c'est la zone du SDU, mais qui est une zone théorique, qui est une limite théorique, et qui n'est pas une limite administrative. Voilà, fin de cette troisième partie et dernière partie du diagnostic. On s'arrête maintenant, on a été très long, on est passé par toutes les thématiques, on a vu toutes les cartes, donc on peut être beaucoup plus court, bien sûr, on peut être beaucoup plus long. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez une ville de 50 000 habitants, c'est pas la même chose que 500 000, que 5 millions, ou que 12 millions. Donc, le diagnostic doit être à l'échelle des problèmes qu'on va régler et de la ville. Et il y a des choses qui sont des choses sans doute très intéressantes, comme tout le développement historique de la ville, des choses là. Certains aiment les trouver dans le diagnostic. Nous, on est pour des diagnostics efficaces qui vont que sur les éléments qu'on utilise par la suite pour la planification. L'histoire des pionniers qui sont arrivés à Brazzaville est certes très intéressante. On a des livres pour ça, laissons ça dans les livres. Et puis, si toute cette belle histoire ne m'apprend rien pour ensuite concevoir, alors on va la laisser dans les livres. Par contre, si on comprend par cette histoire pourquoi les choses sont comme ça et ce qui s'est passé, alors il faut la mettre dans le diagnostic. C'est la même chose pour tous les domaines.
si vous avez des éléments qu'on n'utilise pas, si c'est juste pour avoir la collection de toutes les choses, ne les mettez pas dans le diagnostic. Donc on s'attend, si on a une carte adduction de l'eau potable, on va ensuite planifier, on va s'attendre à ce qu'on retrouve ces éléments. Si vous ne retrouvez pas les éléments dans le schéma à la fin, ça ne sert à rien d'avoir fait un diagnostic sur la situation de l'eau puisqu'on ne l'a pas utilisé. Donc soit vous enlevez la première partie, le diagnostic, puis vous dites l'eau n'est pas mon problème, soit alors ça veut dire que le plan n'est pas correct puisque vous avez oublié une partie du travail. Donc il faut vraiment prendre conscience qu'il y a un lien direct entre le diagnostic et ce qu'on va traiter après. Et si vous ne l'avez pas dans un des deux documents, c'est que soit il manque, soit il est trop. Et arrêtons de faire des diagnostics de centaines de pages où on fait juste la liste de tout qu'on n'utilise pas par la suite. Ça, c'est de la culture générale. C'est très bien, mais ça ne sert à rien pour planifier. Je préfère avoir quelques éléments moins importants, mais qui sont sûrs et qui nous permettent de concevoir la ville de demain correctement. Donc, l'ensemble des chiffres dans tous les domaines, ne passez pas des semaines, des mois, des années à trouver les chiffres qui seront de toute façon pas très justes, parce que ce sera des estimations. Il faut pouvoir avancer rapidement. Et c'est le grand travers aujourd'hui de la planification dans les villes africaines, c'est qu'on met tout le poids sur le diagnostic, qu'on n'utilise plus après, mais on a l'impression que en ayant listé l'ensemble des choses et en ayant donné l'ensemble des informations sur la ville, on va faire une meilleure planification. C'est exactement le contraire. On doit maintenant être efficace dans les diagnostics, des petits diagnostics, et on va chercher au fur et à mesure. Et si lorsque l'on planifie, on sent qu'il nous manque de l'information, on peut aller en rechercher. Donc on pourrait imaginer que le diagnostic et la planification se fassent en parallèle, ce qui ne se fait jamais malheureusement. Ça permettrait d'utiliser véritablement les éléments dont on a besoin et de laisser tomber tout le reste. Voilà, c'est la conclusion de notre partie diagnostic.